Oui, merci Flore. Bon, l'idée de cette présentation liminaire, c'est effectivement de partager des clés de lecture qui vont permettre de penser les accompagnements des mineurs victimes de prostitution, de présenter aussi nos observations sur des pratiques professionnelles et puis des modalités d'intervention qui viennent répondre aux besoins de ces adolescents. La présentation, elle s'articulera en 3 temps. Si je parviens à avancer le support, ça va venir. Dans un premier temps, j'évoquerai rapidement la question des diverses formes d'exploitation sexuelle des mineurs, les pratiques prostitutionnelles de ces mineurs. J'aborderai la question des facteurs de vulnérabilité et de risque qui sont importantes pour penser la question de l'accompagnement, sur laquelle je terminerai mon propos. Qu'est-ce qui fait obstacle à l'accompagnement? Qu'est-ce qui fait levier? Et quelles sont les modalités d'intervention qui existent pour prendre en charge ces mineurs? Je commence par la question des diverses formes d'exploitation sexuelle des mineurs, en commençant par peut-être le cadre juridique, mais très rapidement, juste pour vous restituer ce qui me paraît important de garder à l'esprit dans une perspective d'accompagnement. Bon, la loi est claire sur le statut de victime des mineurs qui se prostituent, pour considérer aussi comme hors de propos le consentement d'un mineur à la prostitution. Mais vous avez peut-être déjà entendu des jeunes et même des adultes invoquer cette notion de consentement. C'est quelque chose qu'on a régulièrement retrouvé dans divers retours de terrain, de même que des représentations qui vont assimiler prostitution et délinquance, sûrement du fait de représentations négatives sur la prostitution. Mais pourtant, aux yeux de la loi, les délinquants sont les clients et les proxénètes, et en aucun cas les mineurs se prostituant. Donc concrètement, ça signifie aussi qu'on ne peut pas envisager d'accompagnement dans le cadre pénal au motif d'une pratique prostitutionnelle, donc dans une structure PJJ, à moins que le mineur n'y soit orienté pour d'autres faits, ce qui pose la question de comment faire contenance autrement dans le cadre de l'assistance éducative. Les formes que peut prendre la prostitution des mineurs, elles sont diverses, elles évoluent rapidement. C'est assez difficile d'en faire une présentation exhaustive, j'en dirai quand même quelques mots. On avait cette image qui pouvait prédominer il y a quelques années, dizaines d'années maintenant, qui était l'idée d'une mineure étrangère exploitée la plupart du temps dans un réseau de traite internationale dans la rue. Cette prostitution existe toujours, mais une mobilisation forte a permis de globalement la réduire. Le risque prostitutionnel, il est aussi majoré par le contexte d'errance, ce qui veut dire que des mineurs étrangers, mais aussi français en errance, peuvent entrer en prostitution pour survivre d'abord. Vous avez aussi des jeunes filles en fugue qui sont déjà socialisées à la prostitution, qui peuvent rejoindre des métropoles sans argent, quasiment sans argent, en espérant, disent-elles, faire la fête. C'est-à-dire en fait qu'elles se rendent dans des boîtes de nuit, des lieux festifs, pour séduire, entre guillemets, ce sont les termes aussi, des jeunes filles, des hommes qui vont payer pour des actes sexuels sous forme d'hébergement, de cadeaux ou d'argent. Ou alors elles vont fuguer pour participer à ce qu'on appelle un plan ou un plan sous, qui est le mode opératoire qu'on voit se développer sans doute le plus ces dernières années. Et ces formes de prostitution qu'on appelle plan sous ou prostitution 2.0 vont s'organiser à partir de sites internet, de réseaux sociaux. Ça concerne pas que des jeunes qui ont des attaches en France, mais beaucoup de jeunes ayant des attaches en France. Souvent, la pratique de ces jeunes va être récupérée par un proxénète, mais dans des micro-réseaux qui évoluent assez rapidement. On a un article des chercheuses Bénédicte Lavaux-Legendre et Cécile Plessard dans le dossier thématique volet 1 qui décrit ces organisations, qui montre qu'un plan, ça va être un réseau, une organisation pour un temps donné, un week-end prolongé, une semaine. Plus dans l'axe du micro. Plus dans l'axe du micro. Ok. Donc voilà, une organisation pour un temps donné, sur un lieu donné, Airbnb, donc une prostitution plutôt logée, Airbnb ou hôtel. Et cette organisation peut ne plus exister une fois le plan terminé, sauf qu'un nouveau plan va pouvoir se reformer plus ou moins avec les mêmes acteurs
quelques jours ou semaines plus tard. Donc c'est un type d'organisation qui généralement est genré, avec des garçons en position de proxénète et des jeunes filles qu'ils prostituent, même si vous pouvez avoir des jeunes filles en position de recruteuse. Une autre caractéristique qui va avoir son importance pour penser les accompagnements, c'est que les proxénètes viennent dévoyer les notions d'amour ou les notions d'amitié quand la jeune fille, par exemple, est séduite par des personnes qui l'approchent en fait pour la prostituer. Euh, les proxénètes dévoient aussi la notion de protection quand les personnes qui séquestrent, qui violentent, se présentent comme veillant sur les jeunes filles. Enfin, je dis jeune fille, ça peut être jeune garçon, mais quand même beaucoup plus rarement dans ce cas de figure. Donc se jouent des liens d'emprise, mais aussi des menaces et des faits de violence de la part des proxénètes. J'ajoute qu'on observe quand même aussi des pratiques de prostitution sans proxénète, avec des jeunes filles souvent là aussi bien socialisées à la prostitution, c'est-à-dire qui connaissent les sites, le fonctionnement des sites internet, etc., qui vont organiser leur activité en relative autonomie avec leur téléphone portable. Je souhaitais parler également des micro-réseaux qui peuvent exister en milieu scolaire ou en établissement accueillant des mineurs. Ça ne passe pas toujours par un proxénète. Quand c'est le cas, ça peut être un ou plusieurs élèves de l'établissement. En général, chez les jeunes concernés, qu'il s'agisse des jeunes qui se prostituent ou des clients quand il s'agit d'adolescents de l'établissement, on va observer des représentations de la sexualité qui se construisent en référence à des images, des récits véhiculés entre pairs ou sur Internet et qui ne sont pas confrontés à ce que peuvent en dire des adultes, donc comme une espèce d'éducation à la sexualité qui se ferait sans éducateur. Et c'est aussi ce qu'on retrouve donc dans les foyers de l'enfance, hein. Tous ces jeunes peuvent adopter des postures de banalisation des actes, parfois avec des phénomènes d'émulation ou d'entraînement. Des discours pseudo-assumés, mais quand on connaît l'adolescence, on sait que derrière le discours du groupe, chacun se retrouve pas forcément et qu'il peut y avoir de la souffrance, a fortiori quand il s'agit de prostitution. Il existe aussi, en dehors de la question de la prostitution dans les établissements accueillants du public, des situations où les parents sont proxénètes d'enfants parfois très jeunes, hein. C'est ce qu'on a découvert quand on a découvert des grands réseaux de proxénétisme. Il s'agissait derrière quand même de parents qui mettent leurs enfants à disposition d'adultes à des fins de sévices sexuels. Ce sont parfois aussi des couples de jeunes, soit les deux mineurs, soit le garçon plus âgé, où la jeune fille est prostituée par son compagnon, généralement dans un contexte assez précaire. Et pour terminer, et j'en ai dit beaucoup, mais je suis pourtant pas exhaustive, on a repéré également des réseaux pédophiles pour attirer notamment des adolescents garçons dans la prostitution. Généralement, des adolescents qui s'interrogent sur leur sexualité ou dans une sexualité homosexuelle, qui sont approchés, apafeutrés par des gens qui les mettent en confiance et les font basculer ensuite dans la prostitution. Je viens de parler que de prostitution ici, mais les jeunes n'emploient pas forcément ces termes-là. Vous avez sans doute déjà entendu parler de plein d'autres termes, michetonnage, escorting, etc. Et derrière, il s'agit bien toujours de prostitution. Je souhaitais vraiment, nous souhaitions vraiment insister sur la question des différents facteurs de vulnérabilité et de risque. D'abord du côté des expériences de vie des victimes, et je parlerai ensuite des risques, des facteurs de risque du côté des évolutions sociales. Les deux se pensent ensemble. Il existe des facteurs de vulnérabilité chez ces adolescents. Parmi les éléments qu'on retrouve souvent dans le parcours de mineurs victimes de prostitution, il va y avoir très souvent un besoin d'échapper à un climat de mise à mal, voire de maltraitance, dans la famille ou en dehors de la famille. Des jeunes qui peuvent avoir subi des viols, des relations humiliantes, du harcèlement sexuel, notamment sur Internet ou les réseaux sociaux, ou alors des mises à mal un peu plus à distance de la question sexuelle, par exemple du harcèlement scolaire. Donc des jeunes qui ont globalement souvent connu des parcours complexes avant l'entrée en prostitution,
comme le montrent plusieurs recherches, notre propre expérience du terrain aussi. Ce sont des adolescents qui peuvent percevoir leur environnement habituel comme incapable de les aider ou voir comme une source de persécution et d'emprise. Donc, emprise familiale, emprise sociale dans certains contextes aussi où la liberté des jeunes filles n'est pas complètement acquise. Un autre mouvement assez fort également chez beaucoup de ces jeunes, ça va être un besoin de reconnaissance. C'est pourquoi les professionnels, certains professionnels comme la psychologue, vous avez une citation ici à l'écran, font l'hypothèse d'un gain narcissique dans la prostitution. Ça peut sembler paradoxal, mais il s'agit d'une recherche d'attention, là c'est ce qu'elle évoque, hein, qui met l'adolescent dans une situation à risque avec l'envoi de photos. Mais même dans une situation de prostitution, régulièrement, nous avons eu des jeunes filles qui pouvaient évoquer ce besoin de regard. Évidemment, il y a certaines affinités entre ces vécus de maltraitance qui concernent beaucoup de mineurs victimes de prostitution et cette quête d'attention, voire de protection, hein, du fait d'un développement psycho-affectif entravé, de problématiques d'attachement, problématiques d'estime de soi, etc. Ce sont souvent des mineurs qui sont en rupture avec l'école ou les services socio-éducatifs. Évidemment, la situation de prostitution vient aggraver cet état de fait. Donc les jeunes qui se sentent globalement oppressés, en échec dans leur environnement habituel, peuvent voir, certains d'entre eux en tout cas, la prostitution comme une forme de liberté, la voir aussi comme une porte d'entrée dans d'autres environnements sociaux pour certains. Et puis ils peuvent, j'ai déjà employé le mot, mais peuvent associer cette pratique avec la fête, ce qui ne les aide pas à identifier la violence ou ce qui dit que la violence n'est pas identifiée. Là, vous avez à l'écran un intervenant qui explique très bien en quoi la prostitution peut être une fabrique d'excitation qui sera susceptible de brouiller les repères de ces jeunes et de les maintenir dans la prostitution. Donc avec des jeunes qui, quand ils se prostituent, vivent des choses très intenses, très fortes en adrénaline, je dirais, pendant ces épisodes, avec de la drogue, du sexe, de l'argent gagné, très rapidement dépensé en général, de la peur aussi, donc des ressentis qui sont puissants, pas forcément agréables, mais puissants. Et puis au retour à la maison ou au retour sur le lieu de vie habituel, ces jeunes peuvent par comparaison dire qu'ils se sentent vides. C'est un des éléments qui peut expliquer ces allers-retours dans la prostitution. Ça n'est pas le seul. Plus largement, il y a toutes les conséquences des psychotraumatismes. Je ne peux pas tout évoquer dans cette présentation. Je souhaitais aborder la question aussi sous l'angle un angle aussi plus macro, et pas seulement celui des parcours de jeunes. Vous avez des évolutions sociétales qui sont facteurs de risque et des permanences également. Je me concentre sur ce qui est saillant au présent. Les enfants et les adolescents, tout le monde l'a pu le constater, sont fortement exposés à l'influence de réseaux sociaux, de contenus numériques qui vont valoriser d'une part le gain, la possession comme critère de réussite et d'accomplissement même, qui vont mettre en scène le luxe, la consommation, la surconsommation, à travers notamment la figure de l'influenceur, hein, qui s'enrichit en monnayant son image, son physique, qui fournit peu d'efforts pour un gain rapide et important. Les réseaux sociaux vont véhiculer aussi des images hyper sexualisées qui vont être très récompensées par des likes, par une forte visibilité, à laquelle les adolescents peuvent aspirer à leur tour en se mettant en scène de cette façon, ce qui va les exposer au danger d'être repérés, recrutés. Dans le cadre de la prostitution, globalement, avec Internet, les réseaux sociaux sont modifiés toutes les habitudes relationnelles des jeunes, donc avec ces dragues virtuelles, avec une rencontre qui se fait de façon immédiate et notamment des propositions sexuelles qui peuvent arriver très rapidement lors de la rencontre. Des expositions de l'intimité, j'en ai parlé, des vols de données personnelles, j'en ai parlé également. Tout ça peut mettre les enfants en danger. Vous avez aussi d'ailleurs les professionnels de la protection de l'enfance qui rapportent
une augmentation de conduite qu'on pourrait qualifier de pré-prostitutionnelle, puisqu'il n'y a pas de contact physique, avec des comptes payants où les mineurs vont se dénuder. Et globalement, les professionnels se disent très préoccupés par ces évolutions. Certains en arrivent à ne plus tellement savoir si tous les jeunes sont dans ce type de danger ou de conduite à risque, ou si ça concerne seulement une partie de la jeunesse. Et globalement, cette espèce de bain d'hypersexualisation, ça vient contaminer les représentations des adultes, des enfants, des jeunes eux-mêmes. Ce qui est notable aussi, il y a toujours eu des rapports de domination et de la violence, des violences qui se croisent dans la société et à l'égard des plus faibles, mais là, on remarque quand même qu'existe dans certains milieux, dans certains cercles de sociabilité, vraiment une banalisation des rapports de contrainte qui s'exercent dès les premiers rapports sentimentaux. La citation que vous voyez là est quand même parlante, avec un éducateur qui, en CER, nous raconte, et donc le CER n'accueille pas que des mineurs en situation de prostitution, il parle des jeunes filles accueillies en général, et qui nous dit elles connaissent OnlyFans, des sites où les gens s'abonnent pour avoir des photos dénudées, des plateformes où se vend la virginité des filles, ce qui est quand même, avoir cette idée à 14 ans que c'est un paysage qui existe, c'est quand même assez particulier, et des jeunes filles qui disent, quand elles parlent de leur première relation sexuelle, j'ai rendu service à ses potes, j'ai fait ça avec son copain, ou moi la première fois que je l'ai fait, ils étaient 4. Ou encore, c'était l'ami d'un tel qui a dit « je vais préparer pour que mon pote passe derrière ». Voilà le genre de choses qui peuvent se dire entre jeunes dans les établissements quand elles parlent de leur sexualité. Donc une sexualité service où les jeunes filles sont soumises au désir masculin et à la violence sans forcément l'intérioriser comme une violence. Enfin, en tout cas, elles le disent pas, ce qui peut être aussi un mécanisme de défense. C'était quand même assez marquant de le constater lors de nos travaux, et ça nous fait penser aussi que tous ces accompagnements éducatifs, ils doivent penser le sujet prostitution en ayant en tête tout ce continuum de violence. Ça va impliquer d'ouvrir des espaces de parole avec les enfants sur la santé, sur l'intégrité physique, sur le consentement, sur l'égalité entre les sexes. Ça nécessite le soin et on verra pourquoi, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Sur les facteurs de risque, je termine en disant que ce qui est notable, c'est pour ces jeunes qui entrent en prostitution, globalement, un manque de garde-fou. C'est-à-dire qu'il y a les dangers d'une part, liés au parcours de vie, liés à ce que propose la société comme modèle, et puis du côté de l'environnement direct, les adultes autour de l'enfant pourraient avoir une fonction protectrice qui va permettre de la contenance, du dialogue, le questionnement critique aussi de certaines représentations qui sont posées comme des normes et dont je viens de parler. Mais justement, quand la famille, quand la communauté des adultes se tient un peu en périphérie de ce que vivent les adolescents, soit parce que l'accroche n'est pas évidente, soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise sur certains sujets, parce qu'ils se disent dépassés, comme je le disais tout à l'heure. Là, cette fonction protectrice, elle est amoindrie considérablement. L'enfant va être davantage exposé aux influences, toutes les influences délétères qu'on vient d'évoquer, et donc davantage exposé aux dangers. Par exemple, les études montrent que c'est pas tant l'exposition précoce à la pornographie qui a des effets délétères, notamment sur la délinquance sexuelle, mais plutôt le fait que cette pornographie et les images n'aient jamais été discutées avec des adultes chez les mineurs concernés. Et puis, évidemment, la communauté des adultes, elle perd aussi de sa capacité à protéger quand elle méconnaît les signes de souffrance, les signaux d'alerte qui doivent interpeller. Globalement, dans les milieux professionnels, on communique davantage aujourd'hui sur les signes de souffrance des adolescents, les effets des psychotraumatismes, sur les processus de revictimisation également. Par contre, c'est un champ de connaissances qui, globalement, reste étranger à bon nombre de parents, tant qu'ils ne sont pas confrontés à des situations, je dirais, paroxystiques. Et c'est pourquoi une prise en charge précoce des vécus traumatiques à destination des enfants, mais qui implique et informe aussi les parents,
peut être déterminante hein, pour prévenir, constituer un facteur de protection vis-à-vis du risque prostitutionnel. Et pour les parents aussi, dont les enfants sont déjà dans des problématiques de prostitution, il va être important aussi de les faire accéder à une compréhension de tous ces cercles vicieux à l'œuvre, c'est-à-dire ce qui a rendu vulnérable leur enfant, ce qui a pu se tisser autour de lui pour l'attirer à la prostitution. Ça renforce leur capacité à protéger et leur capacité notamment à accueillir l'enfant à tous ses retours de fugue, plutôt que d'être dans des attitudes rejetantes, moralisatrices qui vont faire effet renvoi de l'enfant à ses fugues et à l'activité de prostitution. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Donc voilà, important quand même, gardez-le en tête, vraiment d'aider le parent à resituer la prostitution dans une problématique plus large pour mieux comprendre leur enfant et pour mieux renouer avec lui et mieux le protéger. Quelque part, j'ai déjà commencé à parler de ce qui fait levier pour accompagner les mineurs victimes, sans avoir complètement épuisé le sujet. Donc je voulais peut-être partir, quand il est question d'accompagnement, de quelque chose qui est très régulièrement opposé, c'est-à-dire que les personnes qui s'inquiètent pour l'enfant et qui voudraient l'aider disent très régulièrement combien ils sont démunis devant ce qu'ils considèrent être des dénis ou des refus d'aide. Mais est-ce que vraiment ces jeunes ne veulent pas d'aide? Je crois qu'à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, il apparaît que, voilà, quand on voit que tous ces enfants ont pu, beaucoup de ces enfants, pardon, ont pu vivre des situations problématiques avant l'entrée en prostitution et parfois des violences, tous ces parcours complexes ne vont bien sûr pas les aider à repérer les intentions malveillantes, ne vont pas les aider à s'en protéger, à reconnaître les violences, j'en ai déjà parlé. De leur côté, les proxénètes œuvrent pour nier tout ce que la prostitution peut avoir de violent pour montrer que les avantages. Ou alors, ils leur font peur, ils les menacent, ce qui n'incite pas non plus les victimes à parler, demander de l'aide et s'extraire des réseaux. Donc ça, c'est un premier point quand même qui explique que ces adolescents n'affichent pas une demande d'aide. Un autre élément sur lequel on a réfléchi, c'est que le refus apparent d'aide ou de soins peut masquer une demande latente. Je pense que quand on travaille auprès d'enfants en difficulté, c'est quand même quelque chose qu'on sait. Là, c'est l'objet de ce que raconte le psychologue. Ce qu'il raconte, c'est qu'un adolescent, a fortiori polytraumatisé, va pas formuler une demande d'aide comme un adulte qui va bien. Et donc, quelque part, se montrer dans toute sa détresse, multiplier les conduites à risque, c'est parfois aussi une demande implicite, ou alors certains actes manqués aussi. On a des enfants qui arrivent et qui demandent à l'éducateur de traduire une demande en anglais d'un client par rapport à des actes sexuels. Donc, ça peut être une façon, un acte manqué susceptible d'interpeller l'adulte, et on peut le comprendre comme une demande implicite. Mais un dernier point sur ce sujet de pourquoi ne pas demander de l'aide. Quelque part aussi, ne pas demander d'aide, refuser le statut de victime, refuser d'être le terme prostituée ou prostitution, ça peut aussi être un refus de déshumanisation, tout simplement. C'est-à-dire que, et donc pas juste un déni, une banalisation. Faut quand même pas oublier que la prostitution, elle vient déshumaniser l'enfant, elle vient en faire un objet sexuel, un objet d'exploitation, et lui attend qu'on prenne le contre-pied de cette violence et qu'on le voit comme une personne. Donc c'est important que la prostitution ne devienne pas identificatoire. Ce serait déjà faire fausse route, puisque le jeune est bien autre chose que ça, et je crois qu'on comprend avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure que la prostitution est souvent plutôt le symptôme d'une problématique plus large. Et puis voilà, ce sont des jeunes qui supportent pas qu'on ne les voit plus que comme des prostituées. Ils sont très conscients du stigmate, ils n'en veulent pas. Même quand si parfois ils peuvent afficher des attitudes qui revendiquent le contraire. D'ailleurs, ils sont peut-être plutôt à comprendre comme une façon de choquer et interpeller l'adulte. Sur ces jeunes qui sont dans l'évitement et qui ne demandent pas d'aide, en gros, les jeunes qui semblent très loin de nous, pour cela, l'enjeu de court terme va être de commencer par construire un lien. Ici, faire tout de suite reconnaître aux jeunes qu'ils se prostituent, que la prostitution est une violence, que le proxénète abuse de lui,
souvent va plutôt être contre-productif, soit parce que les jeunes vont avoir tendance à se braquer, soit à fuir, donc braquer, fuir l'aide qu'on leur propose, soit à s'écrouler aussi devant ce miroir qu'on leur tend et qui est quand même assez violent. Donc ça peut venir progressivement avec ces jeunes qui disent gérer, rejeter l'étiquette prostituée, prostitution. L'important, c'est qu'ils acceptent un début de dialogue et qu'on s'en saisisse pour permettre un lien et pour permettre aussi de comprendre ce qu'il se joue pour lui. Cette écoute sans jugement dont on parle, ça permet de comprendre la problématique, de comprendre ce que le jeune trouve aussi dans cette prostitution, pour réfléchir, commencer à réfléchir aux objectifs d'accompagnement. C'est le sens de la citation que vous avez à l'écran. Toutes ces citations, vous les aurez, hein, donc je ne les commande pas davantage. Un point, par contre, on en reparlera tout à l'heure, mais parfois la relation éducative, elle est en souffrance et ça peut être un professionnel, une autre catégorie de professionnels qui peut entrer en communication avec le jeune, comme les professionnels du soin. Je pense qu'il en sera question lors de la table ronde, qui peuvent accueillir le jeune, gagner sa confiance et se faire parfois les relais vis-à-vis d'autres catégories de professionnels. Je terminerai sur les leviers pour accompagner ce qui reste, c'est-à-dire une fois l'accroche faite. D'abord, donc bien intégrer cette notion de temporalité, donc, puisque c'est une problématique qui va demander d'accepter que le jeune évolue de façon progressive. Donc chercher à établir ce lien de confiance, protéger à la mesure de ce qu'on peut, puis essayer de saisir ce moment de bascule où possible pour le jeune, c'est-à-dire où il sera suffisamment à l'écoute, suffisamment en désir de changement. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir amorcer un travail d'élaboration qui va lui permettre de percevoir la violence, de comprendre pourquoi il se met en danger, qu'il va pouvoir progressivement s'investir dans des soins, dans un projet scolaire, dans un projet d'insertion. Pour qu'il adhère à ce soutien, il faut qu'il se sente, il faut deux choses. Il faut principalement qu'il se sente en sécurité, mais aussi que l'accompagnement proposé puisse être ressenti comme source d'émancipation. C'est pas toujours le plus facile à concilier, notamment dans les accueils les plus sécurisés. Et donc, pour que l'adolescent perçoive le sens des accompagnements qu'on lui propose, vont être notamment importants des accompagnements, des soins qui vont pouvoir faire évoluer le rapport au corps, l'estime de soi, le sentiment de compétence. Voilà, dans plusieurs textes qui portent sur des services, on voit bien en quoi la reprise de confiance en soi, la reprise de confiance en des adultes bienveillants peut être déterminante dans la reconstruction. Et puis par rapport à la problématique d'emprise également, essayer d'aider l'enfant à penser par lui-même, hein. C'est ce que raconte ici la psychologue, pour qui l'individuation est un axe de travail important. Donc là, j'ai parlé d'une forme de principe d'accompagnement à avoir en tête. Et je terminerai sur les modalités d'accompagnement qu'on a pu observer lors de ces 3 années de travail. Tous ces leviers dont on vient de parler, ça peut s'incarner dans, bien d'une part, pour retrouver une capacité à identifier les mineurs victimes de prostitution, pour travailler avec eux. On a pu repérer des expériences de collaboration qui, pour certaines, existent depuis longtemps, entre des associations spécialisées dans la prostitution, dans la question de la prostitution, et de la prostitution des mineurs, et puis des professionnels qui concourent à la protection de l'enfance au sens large. Donc les associations spécialisées peuvent soutenir la montée en compétence des professionnels impliqués dans les prises en charge des enfants, et elles peuvent aussi intervenir directement auprès de l'enfant ou de sa famille. Deuxième type de modalité de travail, ce sont tous ces services qui vont permettre de renouer le lien avec les adolescents qui sont le plus en rupture. Donc des services qui vont raccrocher par exemple des mineurs en fugue. On a un texte qui porte sur un de ces services. Les maraudes de rue, les maraudes numériques qui se développent également. Ça existe par exemple à Lille. Et toutes les équipes mobiles de soins également,
soins psychiatriques, soins gynécologiques. Donc tous ces dispositifs hors les murs qui vont chercher l'adolescent là où il est pour faire venir à lui le soin, la relation éducative. Et de l'autre côté du spectre existent des réponses au contraire très sécurisées, très sécurisantes, contenantes. Il existe des dispositifs d'hébergement spécifiques aux mineurs victimes de prostitution qui sont plutôt en cours de montage, d'expérimentation, parfois avec un équilibre pas simple à trouver, c'est un peu le propre de l'expérimentation. Et puis des dispositifs d'éloignement non spécifiques à ces mineurs, mais qui peuvent avoir une pratique assez établie. Il sera question tout à l'heure de dispositifs qui accueillent des mineurs victimes de traite, toute forme de traite. On a vu aussi des accueils dans le cadre pénal, par exemple en CER, non mixtes, hein, qui n'accueillent que des jeunes filles, qui sont orientées pour d'autres faits, mais qui sont présentes. Tous ces établissements-là, ils vont se caractériser par globalement tout de même un isolement géographique, un cadre contenant, beaucoup de personnes autour du jeune, donc capacité d'accueil souvent réduite. Et enfin, la dernière catégorie de modalités de travail qu'on a pu observer, ce sont pour se coordonner, agir en réseau, d'une part des protocoles de travail, par exemple des protocoles relatifs aux fugues, d'audition, de prise en charge immédiate des victimes au retour de fugue dans des délais brefs. Et puis se montent des dispositifs de coopération, mais je n'en dis pas davantage puisqu'on en présentera un tout à l'heure. Donc des coopérations où des acteurs possèdent chacun un peu une compétence utile dans une situation de mineurs se prostituant et qui travaillent ensemble autour des situations. Et si nous avons choisi de présenter toutes ces modalités d'accompagnement, c'est bien parce qu'il ne va pas y avoir une modalité de prise en charge qui va fonctionner avec tous les adolescents à tous les moments de leur parcours. Donc, il va être important d'explorer des possibilités diverses. Ça veut dire aussi que quand les départements sont interpellés pour proposer des solutions d'accompagnement adaptées aux mineurs victimes de prostitution, c'est intéressant de penser ces solutions au pluriel pour répondre à ces besoins pluriels d'accroche, de mise en sécurité, de contenance, de soins, etc., de soutien aussi dans les procédures judiciaires, auxquelles un seul dispositif ne peut pas répondre tout seul.